Il y a exactement 35 ans que disparaissait Abdul Karim Kabara dit Cabral, le charismatique leader estudiantin malien. Hommage lui a été rendu aujourd'hui par la nation malienne à travers le Premier ministre qui a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument qui porte son nom à Lafiabou. Des professionnels qualifiés vecteurs de croissance économique, c'est l'objectif visé par les coopérations suisses et danoises en finançant à hauteur de 11 milliards de francs CFA le programme appui à la formation professionnelle lancé dans la région de Tombouctou. La paix et la construction citoyenne au Mali, c'est autour de ce thème que les slameurs et humoristes de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du Liban sont réunis ici à Bamako. C'est à l'occasion de la 2e édition du Festival international de slam et humour. Modibo Soirée nous en parle en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre présence. La nation malienne a rendu hommage aujourd'hui à Abdul Karim Kamara dit Cabral. Ce leader estudiantin a disparu il y a exactement 35 ans. Le Premier ministre Modibo Keïta a déposé cet après-midi une gerbe de fleurs au pied du monument qui porte le nom de l'illustre disparu. Une occasion pour le chef du gouvernement d'inviter la jeunesse à s'inspirer des idéaux de Cabral pour donner à l'école malienne ses lettres de noblesse. Le reportage de Mohamed Diarra. C'est dans cette atmosphère empreinte d'émotion que le Premier ministre Modibo Keïta arrive pour sacrifier à la tradition en déposant une gerbe de fleurs au pied du monument qui porte le nom de l'illustre disparu. En accomplissant ce geste, j'ai satisfait à un devoir de mémoire qui nous interpelle, qui m'interpelle, mais qui nous invite de façon particulière à surmonter le passé, mais tout en l'assumant avec courage, en l'assumant pour que nous puissions construire un présent au travers du don et du pardon. 35 ans après sa disparition, les compagnons de lutte de Cabral réclament justice. Nous, ta génération, attendons toujours depuis 35 ans pour que les plus hautes autorités nous disent enfin où ton corps a été enseveli et peut-être sans sépulture. Nous en appelons aujourd'hui à celui qui incarne la nation, le président Ibrahim Boubacar Keïta, pour qu'il apaise nos cœurs et nos esprits, car tes compagnons Cabral sont en train de te rejoindre sans pouvoir t'apporter de réponse aux interrogations qui te tourmentent outre-tombe. Monsieur le secrétaire général, nous avons écouté votre message, très émouvant. Un message qui pousse des racines dans le sol, mais qui a un feuillage dans le ciel. Un message de grande responsabilité, mais un message qui interpelle. Et le chef du gouvernement d'appeler les élèves étudiants à suivre la voie tracée par Cabral pour redorer l'image de l'école malienne. Aujourd'hui, nous assistons à des situations qui déroutent dans l'espace scolaire et universitaire. Là où le savoir et le savoir-faire étaient le début et la fin de tout le processus d'échange. Le dialogue que votre camarade a su incarner, la patience qu'il a su incarner, devrait aujourd'hui inspirer aussi bien les jeunes que les moins jeunes. Comme le dirait l'autre, on peut tuer un homme, mais pas ses idéaux. La nouvelle génération doit s'approprier donc l'héritage légué par Abdul Karim Kamara dit Cabral pour une école performante et apaisée. Les compagnons de Cabral invitent les autorités maliennes à ériger un mémorial en hommage de tous ceux qui sont morts pour la patrie à l'image de celui de Cabral. Le Premier ministre trouve légitime cette revendication. On l'écoute. Monsieur le secrétaire général, vous avez, dans une espèce de synthèse remarquable, brossé la situation de notre pays. Nous avons noté avec beaucoup d'attention la préoccupation que vous avez attachée à la sécurité,
que vous avez attaché également à l'école. Mais j'ai noté que vous inscrivant dans la trajectoire de l'histoire, vous nous avez dit, vous qui avez aujourd'hui la charge de conduire une partie de ce pays, souvenez-vous des héros. Souvenez-vous de ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'aujourd'hui soit. Je l'ai noté certainement avec beaucoup d'émotion, mais beaucoup d'attention. À ceux qui sont ici réunis, je voudrais leur dire que votre père, votre camarade, votre grand frère n'est pas mort pour rien. Qui d'entre nous peut être assuré d'avoir un tel sort aujourd'hui remarquablement magnifié, pour que le sable ne puisse pas, si vous voulez, faire disparaître les ondes d'espoir, pour que au moment où nous serons prêts à maudire la vie jusqu'au semblant de bonheur parce que le présent est dur, que nous puissions nous souvenir que l'essentiel n'est pas d'être grand par la puissance de l'argent, par le pouvoir, mais c'est d'être grand par la force du cœur et de l'esprit. Et je vous signale que le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Isiaka Sidibé, à la tête d'une délégation de parlementaires, a entrepris ce jour 17 mars une visite de travail à Paris auprès du Parlement français. Cette visite de travail auprès du Parlement français entre donc dans le cadre du renforcement de la diplomatie parlementaire. Elle remercie les partenaires pour leur appui et soutien au Mali, les informer des efforts mis en œuvre par le Mali et la communauté internationale pour un retour rapide et définitif de la paix et de la sécurité. Transition toute trouvée, le ministre de la Sécurité était face à la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Au menu des échanges, la fusillade intervenue à Bamako au restaurant La Terrasse. Pour le député Karim Keïta, la démarche de ce matin, c'est de s'enquérir de la suite des enquêtes en cours à ce sujet et de réitérer tout le soutien de sa commission à l'endroit des autorités. Je vous propose de l'écouter. Nous avons quand même tenu à venir et écouter le ministre de la Sécurité par rapport aux événements qui ont sied dans notre pays, notamment l'attentat de l'autre jour à La Terrasse, et qui viennent un peu nous dire ce qui s'est réellement passé et aussi nous expliquer un peu quelle est la stratégie adoptée au niveau de son département, s'il y a une stratégie pour la lutte contre le terrorisme et beaucoup plus grande, quelle est la stratégie sécuritaire totale sur l'ensemble du territoire malien. Je vous avoue que le ministre nous a requinqué. Nous étions tous un peu, c'est vrai, après l'attentat, abattus. Mais les choses sont en cours. C'est pas facile, vous savez. Les États-Unis, la France, tout le monde est passé par ces périodes-là. Mais aujourd'hui, nous devons mettre l'emphase surtout sur l'anticipation, le renseignement et la coordination de ces différents services de sécurité, qu'elles puissent parler d'une même voix et qu'elles puissent agir dans la rapidité. Il faut que la population reste sereine et imperturbable. Aujourd'hui, nous rentrons dans une phase que je dirais l'avant-après la terrasse et malheureusement, nous rentrons dans une phase où il faut être vigilant. Et les forces de sécurité veillent, mais le risque zéro n'existe pas. Et je tiens d'ailleurs par la même occasion à féliciter l'unité spéciale de la sécurité d'État pour le travail accompli la nuit de jeudi passé. Toujours à l'hémicycle, le porte-parole du comité d'accord des pourparlers d'Alger du CNJ a remis une déclaration au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Déclaration qui contient l'engagement des jeunes à soutenir le processus de paix engagé par le gouvernement. Abdou Karimou Maïga à sa sortie d'audience. C'est une réflexion des jeunes qui vraiment met en œuvre, n'est-ce pas, notre responsabilité face à la situation du pays et également que nous sommes non seulement acteurs mais aussi victimes de ces conflits, ce qui nous confère une place importante dans la consolidation de la paix. Donc c'est pour vraiment leur dire que nous prenons acte du paraphe du document d'Alger par le gouvernement et certains groupes et nous demandons également par ailleurs aux autres
groupe de parapher le document parce que même si l'accord ne vaut pas quelque chose pour eux, elle vaut la paix. Donc pour la paix, nous sommes venus pour dire les préoccupations des jeunes et également féliciter le gouvernement pour l'ouverture du Haut Conseil des collectivités territoriales aux femmes et aux jeunes ainsi que celui du Conseil national de la sécurité. La restitution du paraphe d'Alger se fait également à Sikasso par le ministre de la Réconciliation nationale. Les populations du Kénédougou ont décidé d'apporter tout leur soutien au gouvernement dans le cadre de la recherche de la paix. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Sikasso, Moussa Maïga et Barakou Maïga. On a besoin de votre soutien par rapport à l'accord. Le gouvernement peut compter sur nous de jour comme de nuit. On est prêt, on est à sa disposition. Cet engagement du porte-parole du vestibule de Sikasso, au nom de toutes les familles de Sikasso, atteste la volonté des Maliens depuis le Kénédougou d'être désormais au service de leur pays, devant la situation duquel, à ce jour, nul ne doit être indifférent. À l'occasion, le séjour du ministre de la Réconciliation nationale en 3e région n'a pas été du tout repos, tant les soutiens multiformes sont venus de partout, jusqu'à sa résidence, avec les femmes leaders de Sikasso, les notabilités religieuses de Sikasso, mais aussi les ressortissants du Nord au Kénédougou. Tous mobilisés, sortis nombreux pour répondre à l'appel de la patrie. Nous sommes ici, dans la salle de conférence du gouvernorat de la région de Sikasso, où les populations sont sorties massivement pour poser au ministre Zahabi les questions que se pose le citoyen lambda, jusqu'à par eux-mêmes adopter l'attitude qui sied en pareille circonstance. Le fait que le ministre de la Réconciliation en personne vienne nous rendre visite dans notre boulot là, vraiment, pour la recherche de la paix, de la réconciliation, vraiment, ça ne fait que nous conforter. Et on veut la paix. C'est ce qu'on veut que ça continue. On cherche, on demande à nos frères de laisser les armes et de revenir. On va se réconcilier pour construire le Nord. Après un exposé clair, concis et précis, le ministre de la Réconciliation nationale a expliqué à ses concitoyens pourquoi le Mali a fait l'option de la paix et pourquoi le soutien des Maliens est-il attendu à ce niveau. En retour, entre contenu et contenant, symbolisé par cette calebasse et cette daba, ajouté à ce balafon miniaturisé, les Sikassois ont délivré un message de paix, devant montrer en plus de la bonne foi du gouvernement, le désir ardent des populations maliennes de rester ensemble, d'asseoir ensemble la paix et de se retrouver que pour cultiver la terre pour développer leur pays. Le Mali a préservé l'essentiel. La décentralisation poussée qui est proposée ici, c'est pour tous les Mali. Donc, nous voudrions votre compréhension et votre soutien. Enfin, le ministre de la Réconciliation nationale, Zahabi Ould Sidi Mohamed, a adressé une invitation aux notabilités de Sikasso à l'occasion de la signature du document de la paix attendu à Bamako. L'accord d'Alger paraphé le 1er mars dernier, il a été question aussi lors du point de presse tenu ce matin par le Forum des organisations de la société civile, une occasion pour le Forum de parler de sa position, nous signale Beili Koné. L'accord d'Alger, paraphé par le gouvernement du Mali et certains groupes armés du Nord, était au centre d'échange de cette rencontre. Après avoir échangé avec les hommes des médias sur le contenu du document, le Forum des organisations de la société civile a proposé son analyse de celui-ci. Nous, organisations de la société civile du Mali, soutenons les propositions et les dispositions tendant à favoriser la réconciliation nationale, l'accès à la justice et l'assistance humanitaire aux populations affectées. Encourageons la création d'une justice transitionnelle, saluons les rappels du caractère indescriptible des crimes commis pendant la crise. Après des discussions houleuses sur le contenu du document, le président du Forum des organisations de la société civile a invité les citoyens à l'unité nationale. En appeler aux organisations de la société civile du Mali, de l'Afrique, du monde, qu'elles s'engagent fermement aux côtés du Mali pour un accord juste, équitable, en mettant en avant l'intérêt supérieur du peuple malien. À travers cette rencontre, le Forum voulait manifester sa volonté de contribuer aux actions entreprises par les pouvoirs publics en vue de la réconciliation de tous les Maliens.
L'ambassadeur et le consul général du Mali en France informent la communauté malienne que les opérations d'URAVEC ont démarré le mardi 17 mars et prendront fin le jeudi 16 avril 2015. Ces opérations ne concernent que Paris et ses banlieues dans un premier temps. Les sites détenus sont Consulat général 53 rue Hoche 93 170 Bagnolet, Foyer Diderot 22 24 rue Claude Tillier, 75 012 Paris, Foyer Lorraine, 13 rue Lorraine, 75 019 Paris, Foyer Porte de Clichy, Saint-Just, 15 rue Saint-Just, 75 017 Paris, Foyer Père Lachaise, 16 rue Fernand Léger, 75 020 Paris. Les opérations du RAVEC se dérouleront tous les jours de midi à 20h, excepté les lundis. La progression en direction des autres sites fera l'objet d'un communiqué ultérieur. L'ambassadeur et le consul général du Mali en France comptent sur la bonne compréhension et l'esprit patriotique de tous. Le secteur rural a comme réponse à la baisse du taux de chômage. L'astuce vient du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle à travers l'APEJ qui initie une centaine de jeunes sélectionnés dans l'Office du Niger pour une formation en pisciculture. La ferme piscicole de Boubacar Diallo est l'un des partenaires de cette démarche. Justement, les responsables du projet étaient à Baguineda pour voir les conditions d'apprentissage des bénéficiaires. Aïssata Ibrahim Maïga, reportage. Ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et la ferme piscicole Boubacar Diallo. Un bel exemple de partenariat public-privé pour la promotion de l'emploi jeune. Créée en 2007, cette société a de nos jours une capacité de production de 600 tonnes de poissons par an. Une production qui est en passe d'augmenter grâce au matériel moderne dont dispose la ferme. Aujourd'hui, la formation que nous donnons à nos auditeurs, c'est une formation vraiment de qualité à tous les niveaux. On a des modules adaptés à tous les niveaux de production de poissons. C'est justement les raisons qui ont poussé l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes à lui confier la formation en pisciculture de 100 jeunes ruraux sélectionnés en partenariat avec l'Office du Niger. C'est très important pour les jeunes, surtout ceux qui sont en chômage, qui n'ont pas de travail à faire. Je remercie vraiment le gouvernement malien, la PEJ aussi, qui ont pris cette initiative pour nous les jeunes. Je conseille à la jeunesse vraiment de ne pas rester à la maison. Toute activité dont tu gagnes là-dedans, toute activité dont vraiment ça dit qui te permettra vraiment de construire ta vie, tu dois forcément vraiment te donner là-dedans. Le projet emploi jeune d'une enveloppe d'1,340 milliard augmentera non seulement la production de poissons, mais aussi le nombre de jeunes économiquement rentables. Le ministère accompagne ce projet présidentiel pour la création d'emplois et la présente formation, la session qui vient d'avoir lieu, s'inscrit dans ce cadre. Donc c'est vraiment pour booster et la formation professionnelle et l'emploi, surtout au niveau rural. Donc ça va jouer un grand rôle au niveau des zones rizicoles où très souvent nous assistons à des temps morts et avec le problème d'eau qui se pose aujourd'hui, la contre-saison n'est pas toujours évidente. Donc je pense qu'ils ont une activité supplémentaire qui va pouvoir occuper et les jeunes et les dames de la zone de l'Office du Niger. À travers ces initiatives multiples et diverses, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et ses partenaires contribuent ainsi à la création d'emplois en milieu rural et urbain à travers l'accès facile au crédit, toutes choses qui contribuent au développement économique et social de notre pays. L'insuffisance de ressources humaines, besoin d'infrastructures et équipements, problématique de la mobilité du personnel enseignant, ce sont entre autres difficultés évoquées ce week-end par les acteurs locaux de l'école de Bougouni face à la mission de la commission éducation de l'Assemblée nationale. Envoyé spéciaux, Adama Kamara, nous aussi Sissoko. Créée en 2010, l'Académie d'enseignement de Bougouni couvre 3 cercles pour un total de 50 communes. La structure est en location dans des bureaux exigus, avec parfois une dizaine de travailleurs dans un même bureau. Et ce n'est pas tout. Nous avons besoin de certains professeurs
qui ne sont pas là, les cours donc ne se déroulent pas dans certaines disciplines, comme en sociologie, en comptabilité, en économie, en langue nationale, avec certaines disciplines d'ordre général comme l'anglais. L'Académie de Bougouni dispose de 4 lycées publics. Ici, la non-évaluation observée par les professeurs inquiète plus d'un. Si le gouvernement pouvait trouver une solution à cette non-évaluation, mettre les enfants dans leurs droits, cela va nous réconforter. Sinon, nous, parents, aujourd'hui, nous sommes très gênés. Voir les enfants dans cet état. Tout le monde est dans les grandes villes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enseignants qui flottent. Et dans les brousses, dans les coins reculés, nous avons pratiquement pour 6 cours, 2 enseignants, 3 enseignants. Cet état de fait, il faudrait bien que ceux qui sont au niveau opérationnel, que sont les DECAP, qu'ils voient ça. Nous connaissons les pressions, mais il ne faut pas céder. Le mariage précoce des filles, l'abandon des cours par certains élèves et parfois même par des maîtres, au profit de l'orpaillage constituent également des sources de préoccupation au niveau de l'Académie de Bougouni. Les députés de la Commission de l'Habitat, des Travaux publics et du Foncier aussi en visite. Une visite inopinée sur les chantiers des logements sociaux à Tabakoro et à Kati. Constat, les travaux des 600 logements sociaux de Kati avancent à souhait et ils sont réalisés à plus de 40%. Le reportage de Boubacar Sissoko. Les députés de la Commission de l'Habitat, des Travaux publics et du Foncier sont venus s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de logements sociaux. À Tabakoro, les travaux des 2552 logements sont à différents niveaux de réalisation. Les 1552 sont à hauteur de 90% et les 1000 autres à 65%. L'objectif peut être atteint, mais il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire, surtout par rapport aux entreprises. On a vu ces derniers temps, quand même, lors de la visite, effectivement, les travaux sont beaucoup ralentis. La vivacité des chantiers n'est pas vraiment à souhait. D'une part, et d'autre part, la qualité des travaux. Je pense que sur certains sites, ça va, mais sur d'autres sites, la qualité vraiment n'est pas à la hauteur. Un peu non loin de là, à Tabakoro, les habitants d'un domaine de 180 familles sont dans l'inquiétude. Leur site doit recevoir des logements sociaux alors qu'ils estiment détenir leur titre foncier qui date de 2003. Je pense que après la visite, les différentes personnes à problème, les différentes communautés à problème ont été écoutées. Je pense que de façon rationnelle, nous verrons le département en charge comment voir de façon réelle et objective quelle solution pourrait trouver vraiment. À Kalabankura-Koda, les populations sont préoccupées par des constructions anarchiques dans le lit du Marigot. Quant aux 600 logements sociaux en cours de construction à Kati, leurs clés seront remises aux bénéficiaires en mars 2016. Pendant que les clés des 2552 logements à Tabakoro seront remises en juin prochain. Gouana, une commune rurale du cercle de Kati, a abrité ce samedi la cérémonie de la pose de la première pierre de 150 logements de la coopérative, le nid des logements destinés aux adhérents de la coopérative. Coût de réalisation plus d'1,5 milliard de francs CFA. Fademba Keita, compte rendu. Les travaux de construction de 150 logements ainsi lancés sont le fruit d'un protocole d'accord tripartite Ecobank Mali, Foncier Access Mali et la coopérative d'habitat de la douane et du trésor Leni. Nos ambitions, c'est la réalisation de beaucoup d'autres maisons si l'État nous accorde des parcelles. Et je sais que si le partenariat marche bien, le besoin de maisons est toujours là. Et les adhérents auront toujours besoin de maisons et notre ambition est très vaste. Pour Foncia SA, les réalisations s'inscrivent en droite ligne de l'initiative du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, à savoir la mise en œuvre de 50 000 logements d'ici à l'horizon 2018. Foncier Access est un vecteur, en ce sens qu'il met en contact les bénéficiaires de logements, ceux qui sont en besoin de logements, et les financiers. Pour faire la preuve de notre capacité, nous avons débuté d'abord avec des coopératives. Ce lancement aujourd'hui intervient dans un cadre général de construction de logements de toutes les coopératives du district de Bamako. Évidemment, ça c'est une première phase, mais il y a les autres phases des autres coopératives qui vont se faire aussi avec Foncia.
À en croire l'entreprise chargée de la construction des maisons, la remise des clés aux bénéficiaires membres de la coopérative Leni est prévue pour le 15 septembre 2015, soit 6 mois après le démarrage effectif des travaux. Sur un tout autre plan, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Mali vont bientôt disposer d'un organisme de gouvernance au niveau des bassins transfrontaliers Comoé, Bia, Tano. Avec l'appui du Centre Coordination des ressources en eau de la CEDEAO, les 4 pays veulent mettre en commun leurs efforts pour la gestion transfrontalière des ressources en eau. Mamari connaît les détails. La gestion concertée des ressources en eau revêt une importance toute particulière pour la CEDEAO. En effet, l'Afrique de l'Ouest concentre 25 bassins fluviaux transfrontaliers, soit un peu moins de la moitié des quelques 60 que compte le continent africain. C'est pourquoi, en 2008, la 3e session du comité ministériel de suivi de l'AGIR, c'est-à-dire gestion intégrée des ressources en eau, a autorisé la promotion de 3 nouvelles organisations de bassins transfrontaliers en Afrique de l'Ouest. Le Centre de coordination des ressources en eau de la CEDEAO a initié des études en vue de déterminer les conditions de faisabilité pour la mise en place d'une organisation de bassins transfrontaliers en y cernant tous les contours techniques, juridiques, institutionnels et financiers. En ce qui concerne le schéma Koumoye-Biatano, l'étude de faisabilité a été réalisée et les documents résultants ont été validés par les experts des 4 pays concernés lors d'un atelier régional tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 11 juillet 2012. Au cours de cette journée de concertation, il s'agit de mettre les acteurs du secteur eau au même niveau d'information pour la nécessité de créer un organisme inter-État de gestion de la Comoé. Les défis à relever pour le développement de ce bassin sont immenses au regard de son état de dégradation et des aspirations des populations bénéficiaires qui y tirent leurs moyens d'existence. À ce titre, l'espoir que font les États membres fondateurs sont à la fois légitimes et pressants. Voilà pourquoi les acteurs à tous les niveaux ont besoin d'unir leurs efforts pour accélérer le processus de la mise en place d'un organisme de bassin de la Koumoye-Biatano pour une gestion concertée et durable des ressources en eau de ce système. Rappelons que la Comoé arrose le cercle de Kabylo en 3e région. Après les ateliers de la Côte d'Ivoire et du Ghana, l'occasion est ainsi offerte au Mali de se prononcer sur le mécanisme de fonctionnement de la nouvelle autorité du bassin de la Comoé. Le dernier atelier est prévu à Ouaga au Burkina Faso. Et ces communiqués qui viennent de nous parvenir, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'un hélicoptère de l'aménagement en phase d'atterrissage s'est écrasé ce mardi 17 mars 2015 à 42 km au nord de Gao. Les 2 occupants de l'appareil, des soldats du contingent néerlandais de l'aménagement, ont été tués à la suite de l'accident. En ces circonstances douloureuses, le gouvernement du Mali présente ses condoléances attristées aux familles des victimes, au gouvernement néerlandais et à l'aménagement. Le gouvernement du Mali se tient aux côtés de l'aménagement afin de contribuer à établir les circonstances de l'accident. Enfin, le gouvernement du Mali exprime sa solidarité envers toutes les forces internationales engagées à ses côtés pour la paix, la sécurité et la stabilité dans notre pays. Et toujours par rapport à cet accident, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de l'aménagement, Amdi Monji, présente ses plus sincères condoléances au gouvernement des Pays-Bas et aux familles des 2 soldats qui ont perdu la vue durant cet accident tragique. L'aménagement a immédiatement déployé des équipes pour sécuriser le site. Des enquêteurs spécialisés de l'aménagement et des Pays-Bas vont se rendre sur les lieux afin d'établir les circonstances exactes de l'accident. Autre grand titre de ce journal, le financement à hauteur de 11 milliards de francs CFA du nouveau programme appui à la formation professionnelle lancé dans la région de Tombouctou. Un cofinancement coopération suisse et danoise. Le programme s'emploie à corriger l'insuffisance de la qualification professionnelle des acteurs économiques et d'aider à l'insertion des jeunes. Il va couvrir les 5 cercles de la région. Nia Faskoy, reportage.
La mise en œuvre de cet ambitieux projet illustre à suffisance la volonté des coopérations suisses et danoises d'être toujours aux côtés de notre pays. C'est ainsi que le programme d'appui à la formation professionnelle phase 4 vient d'être lancé à Tombouctou au bonheur du conseil régional. Le dispositif de formation professionnelle qui sera soutenu dans le cadre du présent programme repose sur 3 entités qui existent déjà dans un cadre partenarial. Il s'agit des collectivités territoriales, notamment le conseil régional, des organisations socio-professionnelles et les opérateurs de formation. Le programme va couvrir les 5 cercles de la région sur une durée de 4 ans et va mobiliser les ressources humaines et financières. Cette phase se distingue par le fait qu'elle est un cofinancement du Royaume du Danemark avec 40% des financements et de la Confédération suisse pour un montant global de 11 milliards et 130 millions francs CFA, ceci pour la durée de 2014 à 2017. Ce projet vise à améliorer la qualité et la gestion de la formation professionnelle et de l'emploi, conformément au document de politique nationale de la formation professionnelle qui est en cours d'opérationnalisation à travers le programme décennal de la formation professionnelle pour l'emploi. À travers ce projet, les coopérations suisses et danoises s'engagent à améliorer la qualité de la formation professionnelle et de l'emploi dans les zones d'intervention. Et ce reportage à présent qui va abondamment faire saliver les papilles de beaucoup. Il s'agit de la tenue très prochaine de Festigli. Les 3, 4 et 5 avril prochains, le Palais de la Culture de Bamako sera la métropole de la bonne grillade. C'est en tout cas le pari que veut gagner l'association Africa Art Culture à travers le Festival des grillades. Un bon connaisseur de viande, Maramfi Konaté, nous en parle. L'idée est venue d'une jeune association Africa Art Culture. Son rêve, promouvoir le savoir-faire malien en matière de grillade et exporter le label grillade Mali vers d'autres horizons. Pour réussir ce pari, Africa Art Culture a choisi 3 jours durant lesquels les maîtres de la grillade vont s'affronter autour du thème de la paix et de la cohésion sociale. C'est pour pouvoir promouvoir la culture et développer la gastronomie malienne et africaine. Quoi de mieux qu'une bonne grillade pour garantir la paix et la cohésion sociale? Ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Voilà pourquoi l'initiative bénéficie de l'accompagnement du ministère de la Culture qui entend promouvoir l'art culinaire du Mali. L'art culinaire fait partie de nos priorités. Le ministre a vraiment l'intention de lancer l'art culinaire du Mali et le label Mali. Vraiment, nous, on ne peut que souhaiter bon vent pour la première édition de ce festival. La première édition du Festigri entend gagner le pari de la mobilisation des acteurs du secteur. Cette première édition, qui va durer 3 jours, promet une participation des experts de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Vivement le 3, les groupements des femmes rurales de la zone d'intervention du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué, site de Blassan, viennent d'acquérir plus de 20 millions de francs CFA, un appui considérable qui va sans nul doute améliorer les conditions de vie de ces femmes. Fouséini Samaki. Ce don est composé de 200 brouettes, 200 arrosoirs, 100 pics, autant de râteaux et de pelles et 4 moulins d'une valeur de 20 100 000 francs CFA. Les bénéficiaires sont 14 organisations féminines de la zone d'intervention du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani et à Sélégué, site de Blassan. Cet accompagnement, c'est pour au moins pour que les OP aient une production meilleure que l'ancienne production. Ces gestes s'inscrivent dans les objectifs de notre programme. Il y a une partie du secteur de Ségou, Blas et Sang. Qui dit maraîchage au Mali dit femmes. Équiper nos femmes en matériel de maraîchage, à moulins. En les offrant les moulins, ça pourra alléger la corvée journalière de la femme et elle pourra s'adonner à d'autres activités génératrices de revenus. Les responsables locaux ont invité les bénéficiaires à relever les défis de l'autosuffisance alimentaire en milieu rural. L'utilisation rationnelle de ces équipements vous permettra, j'en suis sûr, de générer des revenus additionnels, améliorant ainsi vos conditions de vie.
Cet appui du programme de développement de l'irrigation dans les bassins du Bani, site de Blassan, qui vise l'amélioration de la sécurité alimentaire au Mali, s'inscrit dans la commémoration de la Journée internationale de la femme. Et nous avons cette nouvelle, Alain Giresse redevient le sélectionneur du Mali. Le technicien français qui succède à Harry Kasperzak a été retenu au terme de la réunion du comité exécutif de la Fédération malienne de football. Il signera son contrat jeudi à la FEMAFOOT. Alain Giresse, à 62 ans, avait dirigé les Aigles du Mali de 2010 à 2012 avec une 3e place à la CAN au Gabon et en Guinée équatoriale. Il était à la tête du Sénégal lors de la dernière CAN, éliminé dès le premier tour. Bon retour au coach. 36e session ordinaire du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire du Point G. Al-Jumatina nous indique que la structure sanitaire qui est en pleine mutation ambitionne de combler davantage les attentes des usagers. Au cours de cette 36e session ordinaire, les administrateurs du centre hospitalier universitaire du Point G adopteront le rapport d'activité 2013 et 2014. Les participants adopteront aussi le projet du budget 2015, un budget conséquent qui permettra au centre d'atteindre ses objectifs. Le budget 2015 se chiffre à un peu plus de 6 milliards. Nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur le management de qualité au niveau de cette structure. Cela nous exige de nous apaisantir beaucoup plus sur la qualité des soins que nous prodiguons donc à nos concitoyens. Structure sanitaire de référence, l'hôpital du Point G est en pleine mutation à travers des projets innovants pour rendre plus efficace le centre. Présentement, les scanners fonctionnent. Cette année, nous avons en vue la construction du nouveau service de rhumatologie, donc pour un budget d'à peu près 800 millions, et également avec l'appui du ministère de la Santé. Donc le projet de bloc chirurgie cardiovasculaire verra le jour. Le personnel du centre entend tout mettre en œuvre pour être à la hauteur des attentes des usagers de l'hôpital. Les festivités du 8 mars, journée internationale de la femme, continuent dans le pays par la tenue de conférences, débats, de cérémonies de remise de dons au profit des personnes vulnérables. Fademba Keita nous fait le point. L'Association des femmes des affaires étrangères a organisé le vendredi dernier une conférence débat sur le thème « Croissance économique et autonomisation des femmes, engagement inclusif pour un Mali stable et émergent ». Une conférence à 2 volets. Le premier volet, animé par Safiatou Traoré, a trait au rôle et à la place de l'alphabétisation dans l'autonomisation des femmes. Le second, animé par le général Koulibaly Kani-Diabaté, a permis aux participants de mieux comprendre l'implication des femmes dans l'atteinte d'une paix durable au Mali. Pour la présidente de la dite association Kamara Marietou Diarra, la conférence s'inscrit dans le cadre du 8 mars, Journée internationale de la femme. Le bureau de l'Union des femmes du Rassemblement pour le Mali RPM de Baraouli n'est pas resté en marge dans la célébration du 8 mars. C'est dans ce cadre qu'il a organisé une rencontre récréative à Baraouli pour magnifier la femme malienne. Au-delà de cette fête, les femmes de Baraouli ont pris l'engagement de soutenir les actions de paix et de concorde dans notre pays. L'Union malienne des associations et comités des femmes handicapées n'est pas restée en marge des festivités du 8 mars. Elle a organisé une journée commémorative au siège de la Fédération malienne des personnes handicapées. La présidente de l'association a mis à profit cette journée pour réclamer les droits des femmes. L'association Solidarité des femmes de la CANAM vient de montrer une fois de plus sa bonté envers les couches vulnérables de la société. Une donation qui entre dans le cadre de la célébration du 8 mars 2015, Journée internationale de la femme. Le montant total de ces dons s'élève à 2 millions de francs CFA. La Fondation Terre des Hommes aide à l'enfance se bat pour une meilleure protection des mineurs migrants du pays et de la sous-région. Une réunion annuelle du comité de pilotage du projet régional de protection des 5 mineurs migrants non accompagnés en Afrique de l'Ouest se tient à Bamako. Fademba Keita. Petit problème sûrement pour ce reportage de Fademba Keita.
Et nous allons continuer ce journal. Les responsables de la Fédération des artistes du Mali et de l'Union des associations d'artistes, éditeurs et producteurs du Mali ont tenu une conférence de presse. C'était sur la procédure judiciaire engagée par le Conseil national du patronat du Mali contre le décret signé en juin dernier portant sur le droit d'auteur. Les détails avec Cheikh Oumar Sangari. Édifier les journalistes sur l'attaque à la justice du décret du 6 juin 2014 fixant un règlement de perception et de répartition du droit d'auteur et des droits voisins au Mali, tel est l'objectif de ces points de presse. Ces décrets actualisent les mesures de réglementation du droit d'auteur en vigueur face à l'évolution technologique. Par exemple, en musique, les supports ont changé. Avant, on était sur des cassettes par rapport à la musique. Maintenant, il n'y a plus de magnéto. Donc, il n'y a plus de cassettes qu'on achète parce qu'il n'y a plus de magnéto sur le marché. Maintenant, on est tapis. On est rentré dans les CD. Après, on ne vend plus de CD. Il y a les clés USB, il y a les cartes mémoire. Toute la musique, c'est dans les cartes mémoire et dans les clés USB et dans les téléphones. Selon les décrets en question, les sociétés de téléphonie mobile doivent payer 480 francs par an et par puce activée, 300 000 francs pour les radios commerciales de la capitale et 35 millions pour l'ORTM. Le document a été abrogé le 5 février dernier pour excès de pouvoir. Que dit la loi en la matière? L'auteur de l'œuvre a le droit de jouir des fruits de sa création pour vivre dignement, tout comme le planteur, l'agriculteur, l'éleveur, le commerçant. Et il a du devoir pour l'État d'assurer la protection de ses droits. Le contentieux du gouvernement aurait fait appel du verdict auprès de la section administrative de la Cour suprême. Pour les artistes, il n'est point question de baisser les bras. Il prévoit d'organiser un grand meeting le samedi prochain à la pyramide des souvenirs à 15h. En tout état de cause, le feuilleton de l'affaire du décret numéro 0407 du 6 juin 2014 est loin d'être terminé. C'est la Bibliothèque nationale qui abrite la 2e édition du Festival international de slam et humour. Lancé hier, l'événement a pour thème cette année la paix et la construction citoyenne au Mali. Il rassemble des slameurs et des humoristes de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et du Liban. L'un des objectifs spécifiques de la manifestation est de revaloriser la culture de l'oralité, promouvoir le métissage culturel entre le Sud et le Nord. Modibo Soiré nous en parle. L'association culturelle agoratoire initiatrice de cet événement propose pour la 2e année consécutive un plateau inédit d'artistes slameurs et humoristes venant du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger, du Tchad, du Liban, du Mali et bien d'autres. Fidèle à nos objectifs, l'association offre un espace d'échange, d'éducation, de découverte, de partage autour des 10 mots de la francophonie et de la création artistique pour la promotion du slam et de l'identité culturelle nationale et l'utilisation des langues nationales, la langue française comme langue d'accueil et d'échange. Des échanges et des rencontres seront au cœur de ce rendez-vous à travers une dizaine d'artistes autour d'un thème central intitulé Paix et construction citoyenne. Une série d'activités sont au programme, notamment des colloques littéraires, des ateliers d'écriture, des concerts slam, humour et hip-hop. Tout ce qui concerne la jeunesse concerne notre département. Pas seulement parce que vous êtes jeune, mais parce qu'il faut construire aujourd'hui la mémoire. Nous sommes persuadés que le slam, tel que c'est compris par beaucoup parmi vous, des artistes, peut être un vecteur important pour communiquer, pour sensibiliser, pour éduquer. Les vedettes du jour étaient sans doute les élèves du collège Horizon de Bamako qui ont tenu en haleine le public à travers des poèmes sur la paix et la cohésion nationale dans notre pays. Ce rendez-vous 2015 du Festival international de slam et humour s'inscrit dans le cadre des festivités de la Journée internationale de la francophonie célébrée dans plusieurs pays à travers le monde. Merci Modibo. Je vous invite à découvrir maintenant ce livre de Boubacar Badjaga. Le livre s'intitule Le présumé innocent face à la justice et à la presse. Et c'est Fanny Bakita qui nous présente ce livre.
Il s'agit de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est la règle selon laquelle toute personne suspectée ou poursuivie doit être considérée comme innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Si cette règle d'or est prévue par le législateur malien, force est de reconnaître que ce principe fondamental de notre procédure pénale est ignoré par le justiciable. Cela m'a interpellé de faire des recommandations pour mettre un terme aux souffrances indues et inutiles de mes concitoyens. Ce livre est destiné aux justiciables maliens, aux étudiants, aux journalistes, aux autorités pénales, notamment les policiers, les magistrats. Ce livre, c'est un document universitaire. Il a été divisé en deux grandes parties. La première partie est consacrée à l'étude théorique de la présomption d'innocence et la seconde partie concerne les atteintes à la présomption d'innocence. Donc ce n'est pas un roman, mais c'est facile à lire. C'était là Boubacar Badjaga, l'auteur du livre, qui était au micro de Fademba Keïta. À suivre ce soir dans nos programmes cybernétiques, Ibrahim Traoré et son équipe vous proposent des reportages, notamment sur la cybersécurité, mais aussi des rubriques comme l'invité, Cybernews et le jeu cybernétique. À ne pas manquer donc ce soir après le journal des formations. Et je vous rappelle cette nouvelle, Alain Giresse redevient le sélectionneur du Mali. Le technicien français qui succède à Harry Kasperzak a été retenu au terme de la réunion du comité exécutif de la Fédération malienne de football. Il signera son contrat jeudi à la FEMAFOOT. Le patriarche des familles Touré de Bamako, Mamadou Touré, n'est plus. Il quitte les siens à l'âge de 90 ans. Un dernier hommage lui a été rendu ce matin en présence du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, des membres du gouvernement ainsi que de plusieurs personnalités. Nous Sissoko, reportage. L'homme que les familles fondatrices de la cité des Trois Caïmans pleurent aujourd'hui était le chef des familles Touré de Bamako depuis février 2011. Mamadou Touré, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été un rassembleur, le ciment entre les familles détentrices du savoir coranique. Les parents et amis lui ont rendu un dernier hommage à la dimension du patriarche. C'était en présence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, des membres du gouvernement et de plusieurs autres personnalités. Il n'a fait que rassembler tous les enfants de famille Tawati. Mieux, afin de pouvoir gérer complètement la famille et qu'il n'y ait pas de dissension entre eux, toutes les réunions se tenaient dans son vestibule et il faisait convoyer ses missions et puis ses prérogatives à son adjoint. Homme d'opinion, Mamadou Touré a œuvré pour le triomphe de la vérité. Humble, il avait une capacité d'écoute et acceptait l'autre en dépit de la différence. C'est une personne qui avait beaucoup de rage et beaucoup de notoriété dans son langage. Il ne s'immisçait d'aucune part dans les affaires d'autrui et il était un bon conciliateur. Mamadou Touré a assumé la fonction de patriarche des familles mortes de Bamako 5 ans durant. Le chef nous a quittés à l'âge de 90 ans. Il repose désormais au cimetière de Nyarela, laissant derrière lui une veuve, environ une dizaine d'enfants ainsi que plusieurs petits-enfants. Des petits-enfants qui ont réclamé avec insistance leur dû suite au voyage sans fin d'un grand-père. Que son âme repose en paix. Amen. C'est tout pour ce journal. Bonsoir.